Les lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Le 17 juillet 2023, un arrêté de Gérald Darmanin interdit, je cite, de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs la publication intitulée « Bien trop petit ». Vous le savez peut-être ou vous l'aurez sans doute deviné, cet ouvrage de Manucos relate les souffrances d'un adolescent complexé par la taille de son sexe. Mais il raconte aussi comment le héros parvient à surmonter progressivement sa honte, ses doutes et ses peurs grâce à l'écriture. Pour l'auteur, il s'agit donc d'un livre pédagogique, thérapeutique même, qui peut être utile aux jeunes lecteurs, éventuellement complexés comme le héros. Mais pas pour le ministre de l'Intérieur, pour qui il s'agit d'un livre pornographique, offrant, je cite, de manière complaisante, de nombreuses scènes de sexe très explicites. Il représente donc un danger pour la jeunesse, le livre, pas le ministre, qui mérite d'être interdit sur le fondement de la loi du 16 juillet 1949. Comme l'auteur, son éditeur, de nombreux citoyens ont été surpris par cette interdiction qu'ils trouvent injuste quand on connaît l'ambition pédagogique du livre, impertinente aussi quand on sait que la pornographie, la vraie, est massivement, facilement consommée sur Internet. Et enfin, l'interdiction a pu sembler archaïque. Quand on se souvient que la censure a en principe été abolie par la grande loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Sauf que vous le savez, en droit, un principe connaît des exceptions, et en l'occurrence, la loi de 1881 ne fait pas exception. Même si elle a constitué une indéniable rupture dans l'histoire multiséculaire de la liberté d'expression, elle a conservé certaines formes de censure, de délit de presse, de délit d'opinion, bref, de limites, comme le montre la thèse de Clémence Faugère, intitulée, je cite, « Le contrôle juridique de l'imprimé, élément pour l'apprentissage de la République, 1870-1906 ». Bonjour Clémence. Bonjour. Clémence, vous avez soutenu votre thèse le 8 décembre 2022 à l'Université de Bordeaux, après y avoir accompli l'intégralité de votre cursus. Mais ensuite, vous êtes, comme on dit, monté à la capitale pour rejoindre le CNRS en qualité d'ingénieur de recherche, rattaché à la chaire de recherche Colibex, relative aux enjeux contemporains de la liberté d'expression. Une liberté d'expression dont vous allez pouvoir jouir ici pour répondre à mes questions, dont voici la première. Pourquoi ce sujet? Est-ce que vous pouvez nous en raconter la genèse? Donc ce sujet sur la loi de 1881, il est le fruit d'un cheminement intellectuel, puisque j'ai commencé dans un premier temps par un Master 2 d'histoire du droit, non pas sur la Troisième République, mais sur le Second Empire, puisque j'ai travaillé sur le procès de Flaubert pour Madame Bovary. Donc déjà quand même une question de répression de la littérature. Exactement, de voir, de mettre en exergue les liens qui pouvaient exister entre politique et droit. Donc après m'être penchée sur ce procès célèbre, j'ai bien vu qu'il y avait des liens intéressants à approfondir dans la construction d'un régime politique et le droit de la liberté d'expression. Et puis j'ai commencé ma thèse après une année qui a été extrêmement riche en événements malheureux avec les attentats, Charlie Hebdo, le Bataclan. Et durant cette période, il y a eu vraiment une volonté nationale de rattacher la liberté d'expression, cette liberté fondamentale, à la République. Et ce que j'ai voulu interroger, c'est de voir quand ce lien s'est mis en place. Et donc, j'ai tout naturellement travaillé sur la période qui commence en 1870. Et votre thèse porte, comme on l'a dit dans le titre, sur le contrôle de l'imprimé. Il y a donc deux mots ici à définir. On va commencer par le second, le support. C'est quoi les imprimés que vous avez étudiés? Juste des livres ou autre chose aussi? Alors les imprimés, il faut vraiment les comprendre en droit et de manière générale comme les médiums de la pensée. C'est-à-dire que ce sont les supports à travers lesquels la pensée va pouvoir atteindre son public. Donc les imprimés, ils vont être de nature très diverse. Support livresque, la presse. Ça peut également être des éléments picturaux comme des photographies qui également peuvent être vecteurs d'un message. Et passons maintenant au terme contrôle. C'est quoi ce contrôle dont il s'agit? Alors le terme de contrôle, c'est un terme que j'ai trouvé idoine pour pouvoir envisager en réalité le contrôle dans ma thèse uniquement a posteriori de la publication.
Donc ce contrôle, j'ai également choisi ce terme parce qu'il me permet d'envisager le contrôle de l'imprimé, enfin l'encadrement juridique de l'imprimé, à la fois au stade théorique, par l'appréhension du droit applicable, par le travail du législateur, par l'étude des textes, mais également par l'application qui en est faite par les tribunaux, par la jurisprudence. Et c'est un contrôle qui se traduit à la fois par de la censure éventuellement, des interdictions, mais ça peut être aussi par de la propagande. Exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le sens commun du terme contrôle, c'est le fait d'apporter une forme d'encadrement. Ça peut être quelque chose de répressif qui va s'appliquer par le droit pénal, par l'application des infractions pénales, mais ça peut être un contrôle dans le sens de guider, d'amener. Et donc là, on va être davantage dans de la propagande, ou alors, si le terme de propagande est un peu connoté péjorativement, c'est plutôt l'idée de diffusion d'une idéologie, notamment l'idée républicaine. Qui a été mise en place sous la Troisième République. Exactement. Et historiquement, vous le rappelez dans votre thèse, la naissance de la censure, une des formes de contrôle donc, a coïncidé presque avec la naissance de l'imprimerie, comme si le nouvel outil avait tout de suite été contrôlé, avait effrayé le pouvoir vers la fin du 15e, début 16e. Et pourquoi alors vous vous êtes concentré sur la fin du 19e et le début du 20e? Quel est l'intérêt de cette époque précise que vous avez étudiée? Alors, un double intérêt. Tout d'abord, vraiment, le choix de me focaliser sur cette période, il vient tout simplement du marché culturel. Comme vous le rappelez, c'est en fonction du marché que le pouvoir va s'adapter. Donc, à la fin du 19e siècle, on va avoir une industrialisation de la presse, des publications en masse qui vont atteindre un maximum de personnes. Ce qui est permis aussi par les modes de diffusion qui sont beaucoup plus nombreux. Donc on va penser au colportage, la création des bibliothèques de gare, voilà, tout un ensemble, les camelots de rue aussi qui vont aller au plus près de la population dans les villes. Donc voilà, j'ai voulu étudier cette période où le marché est beaucoup plus important, l'offre est plus importante, et la demande également. Parce que les gens vont à l'école. Parce que les gens, à partir du Second Empire, sont beaucoup plus éduqués, alphabétisés, et donc ont accès aux produits qui leur sont proposés. Pour autant, même si vous vous concentrez sur cette époque 1870-1906, vous évoquez quand même l'héritage des régimes antérieurs, dont le Second Empire notamment dont vous aviez parlé. Est-ce que vous pourriez nous donner un panorama de quelques-unes des grandes lois antérieures à donc la période 1870-1906 qui ont marqué l'histoire de la censure, du contrôle de la presse? Véritablement, la loi que j'ai le plus utilisée, c'est une loi qui est libérale, qui date de la Restauration, les lois de Serres de 1819, qui sont impulsées par les doctrinaires, et qui est une loi qui va faire entrer le contrôle de l'imprimé dans une ère plus moderne, disons, avec une systématisation des infractions, l'apparition de l'infraction dans son acception moderne de diffamation, d'outrage aux bonnes mœurs et à la morale. Donc ça, c'est une loi qui va s'appliquer jusqu'en 1881. Donc obligatoirement au début de la période que j'ai étudiée. Donc voilà, ça c'est l'une des lois fondamentales qui ressort de mon travail. Cette loi, vous l'avez étudiée comme d'autres à travers les débats parlementaires. Vous avez aussi étudié la jurisprudence. Est-ce qu'elle a beaucoup compté dans ce domaine? Est-ce que vous auriez un exemple, un grand arrêt, une interprétation importante à nous donner? Citer un arrêt en particulier, ça va être un petit peu difficile. Simplement, ce qui est important de comprendre en matière de liberté de la presse, c'est que bien que les textes visent à être les plus précis possibles, ils laissent une marge d'interprétation au juge. Donc il est important de s'intéresser à la jurisprudence, à la fois pour le sens qui va être donné aux infractions, mais également pour voir quelle va être la pratique des textes, voire l'étendue de leur application. Oui, parce que même si normalement il y a un principe de légalité des délits et des peines, il me semble que certaines infractions, dont je crois l'outrage aux bonnes mœurs, qui n'a pas été défini, qu'on a voulu laisser justement assez souple. Exactement. Le principe, donc cette infraction qui apparaît en 1819, donc son titre exact c'est outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique et religieuse, c'est une infraction qui est volontairement laissée extensive, ce qui n'est absolument pas, comme vous le remarquiez, conforme au principe de l'égalité en droit pénal, pour laisser la possibilité au juge d'adapter sa répression
en fonction des textes qui lui sont présentés, puisque évidemment la littérature c'est un champ des possibles qui est total, donc on ne peut pas prévoir à l'avance le contenu d'un livre. Donc on a créé une infraction qui permet de faire rentrer la morale dans le droit, de faire rentrer des éléments qui ne sont en principe pas juridiques, mais qui vont permettre la répression. Ces sources législatives et jurisprudentielles que vous avez étudiées, est-ce qu'elles avaient déjà fait l'objet d'autres études auparavant? Alors, elles ont fait l'objet d'études, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire de ne pas me concentrer sur seulement quelques événements qui ont jalonné l'histoire de la Troisième République. Procès, une affaire, exactement. Une décision. Exactement, c'est d'envisager la chose dans un temps un petit peu plus long et aussi de m'interroger sur les périodes de creux, les périodes qu'on connaît moins bien. C'est-à-dire l'ordre moral, il y a beaucoup de littérature sur la question, sur l'histoire politique, mais finalement, on ne s'était pas encore véritablement intéressé sur le droit applicable à la liberté d'expression. Et est-ce que, en plus d'avoir proposé une vision d'ensemble, vous avez une sorte de fil directeur d'évolution que vous avez remarqué qui serait un peu la thèse de votre thèse, même s'il y a toujours plein de sous-thèses dans une thèse? Alors bien sûr, la thèse que j'ai essayé de défendre à travers mon travail, c'est l'idée selon laquelle le droit de l'imprimé, donc ce que j'appelle le contrôle juridique de l'imprimé, a été un élément à part entière de la construction républicaine, de la Troisième République. Elle s'est justifiée comme ça, elle a fait de la propagande comme ça, elle s'est distinguée des autres régimes en libéralisant, c'est ça? Alors, pas forcément en libéralisant, c'est-à-dire que le droit de la presse lui a permis à la fois de s'ériger, puisqu'on sait que la construction républicaine, elle n'est pas allée de soi, ça a été un long apprentissage qui a pris quand même une dizaine d'années. Et puis ensuite, ça a été un élément d'approfondissement de la culture républicaine, parce qu'on sait que c'est un régime qui ne tient pas seulement sur des textes, mais qui repose également sur une acculturation profonde de la société. La vertu est le ressort de la République, disait Montesquieu. Cette thèse, vous l'exposez en suivant un plan chronologique divisé en deux parties, autour par la Grande Loi de 1881. La mise en place de cette loi fait l'objet de la première partie de votre thèse, qui se concentre sur les années 1870 et le début des années 1880, sans oublier pour autant de rappeler les dispositions antérieures, libérales, liberticides, illibérales, peu importe. On a parlé tout à l'heure de la loi de 1819, parce que ces textes étaient encore en vigueur au début de la Troisième République. Ces textes ont été utilisés sans vergogne, même par les conservateurs, quand il s'est fallu maintenir l'ordre moral, social, politique qui pouvait être menacé par les communards, les socialistes ou encore les républicains. Mais les victoires électorales des républicains, justement, ont conduit à la loi libérale de 1881, dont vous étudiez les motifs, le dispositif et la mise en œuvre par le juge judiciaire jusqu'en 1885. Quant à la mise en œuvre postérieure, après 1885, cela fait l'objet de la seconde partie de votre travail, car vous estimez à bon droit que va s'ouvrir une nouvelle période de mise à l'épreuve de la loi par différentes crises que traverse la Troisième République. Mais du putsch raté du général Boulanger à l'affaire Dreyfus, en passant par le scandale de Panama ou les attentats anarchistes, aucune de ces crises n'a, vous le montrez, fondamentalement remis en cause le régime libéral qui a été instauré par la loi de 1881 et renforcé ensuite, notamment par l'abolition de la censure théâtrale en 1906. C'est ce que nous allons voir justement dans la seconde partie de notre émission. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons tout d'abord présenter à nos auditrices et à nos auditeurs l'évolution du contrôle des imprimés qui, en deux mots, est passé en gros de la censure à la liberté, mais une liberté qui n'est pas totale. Un certain nombre de limites ont été maintenues par la loi de 1881 pour protéger différents intérêts publics ou privés, et la violation de ces limites a constitué des infractions entraînant une répression que nous étudierons ensuite dans un second temps. Mais commençons par discuter du passage de la censure à la liberté. Alors on l'a dit, il y a eu des contrôles a priori, la censure, a posteriori, par la répression pénale. Historiquement, la censure, c'est ce qui a été mis en place en premier. Pourquoi? Quelles étaient les justifications de la censure? Alors, les justifications de la censure, donc sous l'Ancien Régime, ça va être la défense
au premier lieu de la personne royale, de la puissance royale contre évidemment les pensées qui pourraient venir remettre en cause la souveraineté. Ça va être également une censure qui va être d'ordre religieux, hein, donc pour défendre également l'importance de la religion au sein de la société. Donc on va avoir une censure qui va passer par un mécanisme de censeur royal, donc par l'administration, et non pas par la participation du pouvoir judiciaire. Mais cette censure s'arrête avec la loi de 1881. Pourquoi? Avec quel argument va-t-on oser faire le pas de la liberté à ce moment-là? Alors tout à fait, 1881, c'est vraiment une modification totale, à la fois du droit, mais également de la relation entre l'État et l'imprimé. C'est-à-dire que l'imprimé n'est plus vu comme un danger, mais il est également vu comme une chance pour la démocratie, un espace qui permet le débat, mais qui permet aussi l'accès au savoir. C'est-à-dire qu'on va considérer la liberté d'expression comme un élément qui va venir en complément de l'éducation, et de l'éducation évidemment républicaine. Donc, le droit de l'imprimé doit être compris dans une dimension, comme dit Rosan Vallon, démopédique. On éduque le peuple. Exactement, d'éducation du peuple, de lui donner la possibilité de s'élever, par la culture notamment, puisqu'on a vraiment une politique étatique en ce sens-là. Donc 1881, c'est à la fois un acte juridique important qui va supprimer tout un ensemble de mesures qui pesaient sur les publications. C'est également un moyen de mettre de l'ordre, en fait, tout simplement, dans l'amoncellement de textes qui existaient depuis les régimes précédents du XIXe siècle. Donc voilà, on a vraiment une césure à la fois idéologique et juridique, et on va avoir un texte beaucoup plus clair avec une organisation des infractions et des peines. Oui, c'est pas seulement une innovation sur le fond, c'est aussi sur la forme, une synthèse, une sorte de code, quelque Exactement, sorte. Ce qui permet l'accessibilité aussi de la norme. Et j'ai cru comprendre que les conservateurs avaient accepté cette loi parce que en 81, ils étaient dans l'opposition, dans la minorité, ils se disaient que ça pouvait être un bon moyen de défendre leurs idées. Exactement, c'est-à-dire que tout d'abord, donc, les conservateurs se retrouvent dans l'opposition, ils sont minoritaires à l'Assemblée, et ils voient aussi un moyen, à travers la loi, de pouvoir défendre leurs idées, de pouvoir exister sur la scène politique. Et après cette loi de 1881, est-ce qu'il y a eu des réformes jusqu'en 1906, la date butoir de votre étude, ou est-ce que c'est resté stable? Alors c'est un droit qui va rester dans sa constitution générale assez stable, on n'a pas de modifications profondes. Cependant, on a des modifications qui sont quand même assez répétées sur des points notamment de juges compétents. Dès 1882, donc on attend une année, et la société va faire face à ce qu'on appelle une marée pornographique, c'est-à-dire qu'on estime que la libéralisation de la presse a amené trop d'écrits obscènes sur le marché. Donc on va essayer de venir endiguer cette marée, et on va correctionnaliser tout un ensemble d'infractions qui au départ étaient confiées au cours d'assises. Au cours d'assises. Et donc là, ça devient le tribunal correctionnel, donc un juge professionnel qui juge plus vite et peut-être moins complaisamment. Exactement, et c'est surtout qui va juger de manière plus discrète, puisque un procès d'assises est médiatisé, on va en trouver des traces dans la presse. Un procès en correctionnel, c'est rapide, efficace. Ce sont des infractions le plus souvent qui sont des infractions matérielles, où ça ne demande qu'une constatation de la part du juge, et donc on va avoir une répression plus rapide. Vous avez parlé là d'une réforme de 1882. On a évoqué aussi tout à l'heure la réforme de 1906 relative au théâtre. Pourquoi le théâtre n'a vu la censure être abolie que en 1906, 26 ans plus tard de la loi de 1881. Pourquoi ce traitement différentiel? Alors 1906, c'est pas vraiment une réforme. C'est-à-dire que la censure, elle disparaît, mais sur la pointe des pieds. C'est-à-dire qu'on va supprimer, en fait, tout simplement, les crédits qui étaient alloués aux censeurs. Donc il n'y a pas une loi qui va venir supprimer la censure sur les théâtres. On arrête de payer les censeurs. C'est ça, on arrête de payer les censeurs, donc ils disparaissent. Alors que les républicains les plus acharnés
plaidé en faveur de la suppression de cette censure depuis un certain nombre d'années. Pourquoi est-ce qu'on va attendre 1906 ? C'est parce que, alors là, il y a des auteurs, Odile Krakovic qui a beaucoup écrit là-dessus, ont donné au théâtre des missions différentes de celles qui sont confiées à l'imprimé. On lui donnait un rôle peut-être plus politique, plus ancré dans la cité. C'est aussi un spectacle vivant qui est plus facilement accessible que les écrits. Donc on avait un contrôle important sur les théâtres, mais qui venait aussi d'une demande, et c'est ça qui est un peu paradoxal, des acteurs eux-mêmes du milieu théâtral. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez un système de censure, vous savez avant de lancer des frais, monter un spectacle, le faire jouer, ça coûte très cher pour un producteur, eh bien vous savez à l'avance si votre pièce elle va être interdite ou pas, ce qui permet d'économiser de l'argent. Or, un procès, il intervient après que les frais étaient engagés. Et donc, ça peut coûter très cher. C'est une épée de Damoclès sur la tête des producteurs, alors que dans la censure, ça rassure. Exactement. Ça permet d'économiser une potentielle amende. Et comment s'opérait concrètement et simplement ce processus de censure pour une pièce de théâtre ? Ils devaient assister aux représentations, les censeurs ? Qu'est-ce qui se passait ? Alors, c'est un travail qui va se réaliser. Alors, c'est de nombreuses étapes, mais qui va à la fois avoir lieu sur les manuscrits, c'est-à-dire que les censeurs vont lire les textes. Ils vont faire un premier rapport dans lequel ils vont potentiellement demander des modifications. Et ensuite, une fois que les textes ont été lus, il va y avoir un inspecteur qui va venir voir une représentation générale. Puisque comme c'est un spectacle, évidemment, il faut prendre en compte les décors, la mise en scène, pour vérifier que le spectacle, une fois représenté, n'est pas très éloigné de sa version écrite. C'est donc une première forme de censure, d'exception à la loi de 1881 qui a duré jusqu'en 1906, mais ce n'est pas la seule. Vous avez parlé aussi dans votre thèse de la loi de 1849 relative à l'état de siège, qui permet donc de donner plus de pouvoir en gros aux autorités militaires quand une région est assiégée au sens très 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 large du terme. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment se passait le contrôle de l'imprimé dans le cadre de la loi de 1849 ? Alors tout à fait, la loi de 1849, elle va être appliquée au moment évidemment de la guerre franco-prussienne et donc au moment de la Commune de Paris. Donc cette loi de 1849, elle organise plusieurs choses en matière de liberté d'expression. Elle permet de dessaisir les tribunaux judiciaires seulement si l'autorité militaire le souhaite. Donc si elle ne le souhaite pas, les tribunaux ordinaires continuent leur office. Et sinon, ce sont les conseils de guerre qui sont compétents. Exactement, qui peuvent en fait appeler la cause devant leurs tribunaux. Ce qui fait qu'il y a une articulation entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux militaires. Et ensuite, ce texte de 1849 va permettre de la suppression, l'interdiction de certains titres, voilà, tout un ensemble de mesures qui permettent véritablement d'empêcher les publications d'arriver à leur destinataire. Qui sape le moral des troupes, qui sont une sorte de guerre psychologique. Alors une guerre psychologique, mais surtout une guerre idéologique. On est quand même sous la période de la Commune de Paris. Donc il faut se rappeler que la Commune de Paris, c'est à la fois évidemment un élan vers une république plus sociale, plus démocratique, mais c'est aussi le refus de l'abandon des troupes françaises face aux troupes prussiennes. Donc on a deux combats, un combat militaire et un combat idéologique qui se rejoignent. Et en plus de l'état de siège et de ce qui se passe au théâtre, j'ai cru comprendre aussi que la loi de 81 avait créé ou toléré des formes de censure que j'appellerais indirectes, des formes d'autocensure liées à la responsabilité en cascade, au système de cautionnement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de cela ? Alors, la loi de 1881 sur le cautionnement, elle le supprime. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de mettre une caution, c'est-à-dire de verser une somme d'argent auprès de la justice dans le cas où il y aurait une potentielle infraction de commise. Donc, elle va totalement libéraliser de ce point de vue-là, et ça va permettre aux petits journaux, qui jusque-là n'avaient pas les moyens d'exister, de pouvoir être publiés. Oui, alors qu'auparavant, seuls les journaux aidés ou détenus par des personnages riches pouvaient déposer cet argent et donc ouvrir leurs journaux, alors qu'on pourrait dire, pour caricaturer, des journaux ouvriers n'avaient pas cet argent-là. Exactement. Ou alors il fallait avoir un patronage qui pouvait s'acquitter de cette somme-là. Donc on va avoir plus de pluralisme au sein de la presse. Pluralisme
dans les différents bords politiques. Il faut aussi garder ça en tête. La loi de 1881, elle va simplement venir poser comme principe central du contrôle de la presse, c'est le principe de responsabilité. Et en cascade, c'est ça? Alors, responsabilité en cascade, donc la responsabilité, c'est la contrepartie à la liberté. Si on est libre, il faut, dans le cas où on commet une infraction, répondre de ses actes. La responsabilité en cascade, qui est prévue en matière de presse, c'est le principe selon lequel la première personne responsable, ça n'est pas l'auteur, comme on pourrait le penser. Ça va être l'éditeur ou le directeur de publication. C'est lui qui va devoir répondre en premier. L'auteur ne répondra qu'à défaut si la première personne n'a pas pu répondre de ses actes. Et pourquoi alors ne pas faire payer en premier l'auteur? Alors, tout simplement pour des questions financières. C'est-à-dire que l'éditeur, le directeur de publication, va peut-être avoir davantage les moyens de payer les amendes qui vont être infligées. Et c'est là qu'on arrive à un mécanisme d'autocensure. C'est-à-dire que on va faire peser la commission de l'infraction sur les personnes qui détiennent le journal. Donc, on va les inciter à éviter de publier des feuilles qui pourraient être poursuivies. Donc c'est là qu'on imagine, comme à la télé, le rédac-chef ou le propriétaire du journal qui va dans le bureau, l'open space des journalistes en leur disant « ça ne sort pas parce que sinon ça va nous coûter cher ». C'est exactement ça, sachant que l'auteur sera toujours poursuivi comme complice. Donc il est quand même emprunt de l'infraction qui a été commise. Mais la première personne qui répondra, c'est le directeur de publication. Il répondra pourquoi? Quelles sont les infractions qui ont été prévues par la loi de 81, en sachant qu'on ne développe pas puisqu'on verra ça plus loin, mais est-ce qu'on pourrait avoir ici un tableau des quelques infractions principales? Alors les infractions contenues dans la loi de 1881, il y en a deux grands types. Ce sont les infractions contre les personnes et les infractions contre l'État. Infractions contre les personnes, diffamation, injures, qui sont des infractions qui sont encore aujourd'hui couramment utilisées pour défendre l'honneur des particuliers. Et les infractions contre l'État, plus généralement, ou contre les représentants de l'État également, on va avoir donc des diffamations particulières contre les représentants, l'offense au président de la République. Voilà, tout un ensemble de textes prévus. Qui était sanctionné, là aussi, de manière générale, comment? C'était la peine de mort, la prison, une amende? Alors, principalement, donc, des amendes. Beaucoup, d'infractions qui sont dites de publication administrative, finalement, de procédures à respecter, ce sont des amendes. Pour les autres infractions, ce sont des amendes et des peines d'emprisonnement, sachant que ce qui est quand même assez notable dans le texte, c'est que souvent le texte donne la possibilité au juge de choisir l'une ou l'autre des peines, ou les deux. Donc il a quand même une certaine marge d'appréciation dans l'individualisation de la peine. Juge qui est, comme on l'a dit, soit la cour d'assises, soit le tribunal correctionnel. Est-ce qu'il y a des raisons, en plus de celles que nous avons données tout à l'heure, qui expliquent le passage de l'un à l'autre? Alors, dans l'héritage républicain de la Révolution, le juge naturel, c'est le jury, c'est la cour d'assises. Pourquoi? Parce que la cour d'assises, c'est une prolongation de la démocratie. C'est-à-dire qu'il va représenter le débat démocratique dans l'instance judiciaire. Donc c'est la juridiction dite naturelle. C'est une prolongation de l'opinion publique, même si le terme est un peu plus contemporain. Vu que les journaux ou les livres touchent l'opinion publique, c'est à l'opinion publique de juger. Exactement. En fait, va donner le sentiment de la population sur ce qui est tolérable ou non au sein de la société. Le tribunal correctionnel, lui, il est simplement envisagé pour les infractions qui sont moins politiques, peut-être plus matérielles. Simplement, on voit qu'il y a un glissement, c'est-à-dire que le jury d'assises, finalement, on va un petit peu le délaisser. Pourquoi? Parce que on va avoir peur du fait qu'il soit un peu trop laxiste par rapport au tribunal correctionnel, surtout qu'à partir de 1883, rappelons qu'il y a une énorme purge judiciaire qui fait que les effectifs de la magistrature sont républicanisés, donc on n'a plus de crainte que les juges conservateurs utilisent ces infractions-là pour véhiculer leurs idées anti-républicaines. Donc cette peur étant écartée, on peut donner la compétence aux tribunaux correctionnels. Et donc la sociologie des juges influence sur les réformes? Tout à fait, les deux sont intimement liés.
C'est donc une des évolutions que vous mettez en avant, avec celle de la libéralisation et d'un maintien plus ou moins important de la censure. La liberté de publication est donc limitée par une certaine censure, autocensure, mais aussi par des infractions que vous venez de présenter. On va les voir de manière plus détaillée après une courte pause musicale. On ne pouvait pas tout dire ou tout écrire sous la Troisième République. Par leur contenu, les livres et les journaux pouvaient être dangereux. Les moqueries, les insultes, les critiques, les caricatures, les dénonciations, les révélations qu'ils contiennent pouvaient perturber, à tort ou à raison, l'ordre moral, l'ordre social ou l'ordre politique. Il fallait les protéger, comme nous allons le voir en commençant par la protection de l'ordre moral. Vous l'avez dit tout à l'heure, Clémence, c'est la loi de 1819, la loi Deserre, je crois, qui avait pour objet, je rappelle, de sanctionner l'outrage aux bonnes mœurs, à la morale publique et religieuse. On a vu qu'il n'y avait pas trop de définition précise. Est-ce que vous pourriez quand même nous éclairer un petit peu sur ce bel objet juridique ? Alors c'est un objet juridique qui est vraiment difficile à cerner parce que justement il ne contient rien de juridique, aucun terme qui ne dispose d'une définition législative, réglementaire, absolument rien. Donc pour définir ce terme, il faut se pencher à la fois sur les travaux du législateur qui nous permettent quand même de savoir un petit peu le sens qui est donné à l'infraction, et puis ensuite sur les travaux des tribunaux. Donc en fait cet outrage aux bonnes mœurs, à la morale, elle a cet avantage de ne rien désigner et d'englober tout un ensemble de normes, de valeurs de référence. Et ça permet de s'adapter à l'évolution de la société. Parce que ce qui est valable en 1819, évidemment, en 1881, ça va être modifié. Le texte ne change pas. Enfin, si en 1881, on va perdre une partie, donc l'atteinte à la morale publique et religieuse, mais les bonnes mœurs, elles restent. Ce qui veut dire qu'on peut, c'est une notion qui est plastique, on peut y faire entrer ce qu'on veut, sachant quand même que les bonnes mœurs, ce sont les bonnes mœurs des classes dominantes qui sont considérées comme étant les plus acceptables. Et qui peuvent éventuellement être dans les jurys, donc des hommes essentiellement des hommes bourgeois, voilà, éduqués. Et vous avez parlé à l'instant d'une évolution. Le blasphème a disparu, c'est ça, à cette époque ? Alors, le blasphème n'existe pas. En revanche, cette infraction va permettre de sanctionner les atteintes qui peuvent être faites à la religion. Donc, cette plasticité du texte va le permettre. Et pas en tant que blasphème, en tant que critique de... Exactement. Et est-ce que vous auriez quand même un exemple à nous donner, à défaut de définition, d'un livre qui a été considéré comme vraiment scandaleux à l'époque ? Alors, des exemples au cours du 19e siècle, il y en a beaucoup. On se rappelle, comme je le disais tout à l'heure, des grands procès de l'année de la grande pudeur judiciaire de 1857, Flaubert qui est inquiété pour Madame Bovary, Baudelaire pour les fleurs du mal. Sous la Troisième République, on va retrouver des textes, des livres qui sont poursuivis, très souvent des textes qui sont en lien avec la sexualité. La sexualité, mais entendue au sens très large, ça veut dire que ça va être à la fois des tableaux qui peuvent être considérés comme obscènes, mais ça peut être également la présentation d'un schéma familial qui n'est pas considéré comme étant celui qui devrait être. Et également, donc voilà, sexualité, on va avoir Barbé d'Aurevilly qui va être inquiété pour les diaboliques. Il va y avoir tout un ensemble d'auteurs naturalistes qui vont être poursuivis. Comme Zola, c'est ça ? Alors Zola, et des moins connus, on va avoir Camille Lemonnier pour L'Enfant du crapaud. Voilà, tout un ensemble d'auteurs qui vont être poursuivis. Parce qu'ils sont trop crus, trop directs, c'est ça, sur la misère, la réalité des... C'est ça, c'est à la fois le style qui est trop cru et le sujet qui est trop obscène. Donc là, sur ces textes-là, c'est souvent la masturbation qui va être énormément traitée. Et ce dont on se doute moins, c'est que l'outrage aux bonnes mœurs, elle permet également d'atteindre des textes qui ne sont pas en lien avec les questions de sexualité, mais qui vont par exemple critiquer l'armée. Donc on va avoir des textes comme Autour d'un clocher de Després, qui vont être antimilitaristes, et cet antimilitarisme il va être condamné par l'atteinte aux bonnes mœurs, puisque les républicains, il y a des piliers, l'école et l'armée.
comme facteur d'intégration de la population. Donc voilà, on va avoir un champ d'application qui est très large. Et ça a quand même suscité des critiques de la part de certains écrivains, certains philosophes, ou pas? Eh bien sûr, il y a énormément de critiques. Alors, dans le champ juridique, il va y en avoir, mais c'est surtout que les critiques contre cette infraction, ça va pousser à ce qu'on appelle l'autonomisation du champ littéraire. Alors là, c'est un peu de sociologie, on sort du cadre juridique, mais finalement, on voit que le droit, évidemment, va avoir des répercussions bien au-delà de l'enceinte des tribunaux ou des facultés de droit. Donc, le fait de contraindre les auteurs va les pousser à proposer leurs propres règles en matière esthétique et d'indiquer, de clamer comme Zola, qu'il y a une autonomie, c'est-à-dire que la littérature ne doit pas être soumise aux mêmes règles que le reste de la société. Voilà pour la protection de l'ordre moral. Passons à la protection de l'ordre social. Il faut protéger ici les membres de la société dont la réputation, l'honneur peuvent être blessés par des injures, de la diffamation. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs définir ces deux termes, injure et diffamation? Alors, injure et diffamation vont se distinguer dans le fait que l'injure, c'est une invective, c'est une expression outrageante, un terme de mépris, alors que la diffamation, ça va être le fait d'imputer un fait à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va lui faire peser le poids de la commission d'un acte qui va porter à son honneur. Ça peut être une infraction qu'il aurait commise? Alors ça peut être une infraction ou simplement un acte moralement répréhensible. Mais on va lui imputer un fait, alors que l'injure, c'est vraiment quelque chose de plus direct. Si je dis par exemple Monsieur Machin a trompé sa femme tel jour à telle heure, c'est une diffamation, mais si je dis Monsieur Machin est cocu, c'est une injure. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on trouve dans la jurisprudence tout un ensemble d'arrêts un peu croquignolesques. On aimerait bien un exemple, alors est-ce que vous auriez un exemple pour chacune de ces infractions? Très souvent, on va retrouver des insultes qui n'existent plus aujourd'hui, notamment au cours des différents scandales de Panama, où voilà, on va avoir... le juge va se prononcer sur tel ou tel terme employé. Ces termes employés parfois contre des personnalités politiques méritaient à l'époque d'être sanctionnés. Est-ce que les personnels politiques étaient plus protégés que les autres citoyens? Alors, oui et non. C'est-à-dire que les peines qui vont être infligées dans le cas d'une diffamation, par exemple à l'encontre d'un représentant public, vont être plus importantes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'attaque à cette personne, on s'attaque indirectement à l'État que la personne va représenter. Cependant, cette protection plus importante, elle a un deuxième versant, qui est celui d'offrir à la personne qui est poursuivie plus de moyens de défense, à travers l'exception de vérité. Ce qui fait que... Qu'est-ce que c'est ça, l'exception de vérité ? Donc, l'exception de vérité, c'est le moyen de défense selon lequel une personne poursuivie peut apporter la preuve de ce qu'elle avance. Donc quelqu'un qui aurait diffamé quelqu'un d'autre est en position de défense devant le procès, elle va se défendre en disant « Ok, j'ai dit ça, mais c'est vrai ». Exactement, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de prouver la véracité de ce qu'on avance. Ce qui est extrêmement important en matière de vie publique, parce que lorsqu'on va imputer un fait important à un représentant de l'État, ça peut mettre en cause la vie publique. Donc il y a un moyen de défense, mais c'est aussi de faire primer la vérité des faits. Il me semble d'ailleurs que c'est une tactique employée par Zola, non, dans l'affaire Dreyfus ? Exactement, c'est-à-dire que Zola, voyant que la décision du Conseil de guerre n'allait pas être révisée, a voulu attaquer le Conseil de guerre en pointant les défauts de cette décision. Et sa volonté, c'était par le mécanisme de la procédure de diffamation, de pouvoir apporter la vérité des faits sur le procès. C'est-à-dire qu'il va utiliser le droit de la presse contre l'intérêt de l'État. Faire exprès de faire une diffamation pour aller devant le juge et donc d'être en droit d'apporter au juge des preuves de l'innocence de Dreyfus. Exactement, c'est-à-dire qu'on se souvient tous, c'est l'article « J'accuse » dans lequel il met donc en cause la décision. Et donc lui, sa stratégie, c'est de dire par ce procès qui va avoir lieu, je vais pouvoir discuter de la véracité des faits.
Puisqu'on parle de Dreyfus, je pense aux attaques antisémites qui étaient importantes à l'époque, mais aussi à l'époque des scandales de Panama. Est-ce que le fait d'être antisémite était interdit, une infraction ou pas à l'époque? Les infractions pour lutter contre l'antisémitisme, c'est une création qui est récente, qui date du XXe siècle. À l'époque, on peut venir tout de même lutter contre ces propos-là, mais sur la base de l'insulte, de la diffamation. Mais il n'y a pas d'infraction spécifique pour lutter contre les injures raciales. Passons maintenant à la protection de l'ordre politique. Si l'on veut protéger les institutions politiques, c'est donc qu'il y a des menaces. Lesquelles? Alors, les menaces contre la République, ce sont des menaces qui vont venir à la fois de l'extrême droite, mais également du côté anarchiste. Sachant que l'anarchisme, en plus, utilise beaucoup la propagande par l'idée pour lutter contre la République. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si la République peut être libérale sur bien des points, c'est aussi une République qui se construit pas obligatoirement avec les classes populaires. Qui est née dans le sang d'ailleurs, par l'écrasement de la Commune. Exactement, qui va laisser un souvenir aux républicains les plus radicaux pendant de longues décennies. Et d'ailleurs, les menaces anarchistes et d'extrême droite ont-elles été jugées de la même façon ou est-ce qu'il y a eu une sorte de deux poids deux mesures? Alors, pour ce qui est de la propagande anarchiste, elle va être visée par des lois d'exception. Les lois scélérates. Les lois scélérates, comme le terme l'indique, ce sont des lois extraordinaires qui ont été votées donc, pour atteindre les réseaux anarchistes. On n'a pas de loi équivalente contre les menaces, par exemple, des ligues. Ça n'existe pas. Ces lois scélérates, ce sont des lois qui sont votées 1893-1894 et qui vont venir donc empêcher toute forme de propagande. Et est-ce qu'elles empêchent aussi d'être anarchiste? Est-ce que le fait d'être anarchiste est une infraction? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois scélérates, elles vont venir incriminer tout un ensemble de comportements. C'est-à-dire que de manifestations, d'adhésion aux thèses anarchistes. Donc, évidemment, elles vont lutter contre les actes terroristes. Les attentats à la bombe. Voilà, c'est ce qu'on appelle la propagande par le fait. Et elles vont atteindre la propagande par l'idée, à la fois en visant les textes, mais elles vont aller très loin en créant des nouvelles infractions qui n'existaient pas encore. Donc, à ce titre, on va avoir l'infraction d'apologie, qui est une forme de provocation indirecte, quelque chose qui n'avait jamais été créé. C'est-à-dire qu'un écrit qui va non pas appeler à l'attentat, mais qui va simplement soutenir l'anarchisme, va être considéré comme une apologie du terrorisme, parce qu'on va considérer que la parole, elle est criminelle en elle-même. Et elle aurait poussé certains esprits à passer à l'acte. Exactement, même sans appel véritablement officiel au passage à l'acte. Ça veut dire que finalement, on n'a plus le droit de critiquer la République. Vous disiez tout à l'heure que si on critiquait l'armée, on pouvait être poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. On ne peut plus critiquer la République à l'époque? Alors on peut critiquer la République. Les poursuites ne sont pas systématiques, tout d'abord. Et il y a évidemment des espaces de dialogue. Simplement, c'est comme aujourd'hui, il ne faut pas dépasser les limites qui sont posées par la loi. Et est-ce que les anarchistes ou d'autres, d'ailleurs, d'extrême droite ou d'autres bords, pour lutter contre la République, peuvent faire de la désinformation, par exemple, et inversement, est-ce qu'il y a des sortes de fact-checking de la part de la République? Alors, la République, c'est ce que j'explique notamment sur sur l'affaire boulangiste, elle peut déjà elle-même, en fait, utiliser l'information à son profit. On retrouve le sens actif du mot contrôle. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle peut elle aussi utiliser la désinformation. Elle peut elle aussi faire passer des idées de complot. C'est comme ça qu'on est sorti de la crise boulangiste en disant qu'il y avait potentiellement un coup d'État qui se présentait. Donc la République, elle n'est pas toujours dans la vertu. La vertu. Voilà, et c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est quelque chose que certains historiens littéraires ont mis en exergue sur le fait que la Troisième République pouvait avoir des versants moins vertueux. Et également, il y a une infraction qui est le fait de diffuser des fausses nouvelles, qui peut être engagée également contre les fausses informations.
Eh bien, merci beaucoup Clémence d'avoir répondu à mes nombreuses questions qui ne donnent qu'un aperçu de votre thèse. Pour l'instant, cette thèse est confidentielle, même si moi j'ai pu la lire heureusement. Est-ce qu'elle fera bientôt l'objet d'une publication? Alors oui, elle fera bientôt l'objet d'une publication pour l'année 2024. Très bien, eh bien il faudra donc patienter encore un petit peu pour lire cette thèse dont je rappelle le titre, Le contrôle juridique de l'imprimé, élément pour l'apprentissage de la République, 1870-1906. Merci Clémence. Merci. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris Nord pour son soutien financier, à Pierre Damet et Christopher Thébault pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux, en attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.